Tiens, goûte-le. Super bon. Médaille d'or au concours général agricole 2024. Ah, c'est pour ça que c'est bon. Tu sais qu'ils ne récompensent pas que les produits alimentaires, hein. Récompense quoi, les plus belles fermes de France? Presque. Ils récompensent aussi les pratiques d'agroforesterie. D'agro quoi? D'agroforesterie. Allez, viens, je te montre. Regardez la définition d'agroforesterie, histoire de savoir de quoi on parle. Ah oui? Ouais, en fait, c'est une pratique agricole qui associe sur une même parcelle des arbres et des cultures ou de l'élevage. Les arbres, ils peuvent être soit alignés, soit dispersés ou en haies. Et tout ça, c'est intégré de manière durable dans le système de production. Voilà, c'est ce qui est marqué. En résumé, c'est associer des arbres à des cultures ou à de l'élevage. Et dans le Baléon, on est vraiment bon pour ça. Ces dernières années, parmi nos agriculteurs, il y en a qui sont montés sur Paris et qui ont reçu des prix. Les agriculteurs primés restaurent, entretiennent et préservent durablement les haies et les talus qui forment ce qu'on appelle le bocage. Ah oui, ça j'ai regardé aussi ce que c'était le bocage. En fait, c'est un peu comme un couteau suisse tellement il y a d'outils. Pour lutter contre le changement climatique, pour préserver la qualité des eaux, pour produire de l'énergie locale et durable. Et je me dis, avec tous ces arbres, ça doit capter du carbone aussi. Exactement. Et je te propose qu'on écoute Sébastien Lostis, agriculteur de Ploudalmézeau, qui va nous en parler. Alors ici, on voit un système agroforestier en place depuis 7 ans. C'est un champ ici qui fait 11 hectares, que j'ai retracé en 16 parcelles. Donc ici, les premiers arbres à gauche sont plantés tous les 6 mètres. En fait, c'est le système agroforestier. Et plus loin, là-bas, c'est une haie où les arbres sont plantés tous les mètres pour protéger les vaches du vent. On est à 2 km de la mer. Il y a quand même beaucoup de vent. On a notamment même des tempêtes. Et donc j'espère, moi, pouvoir pâturer toute l'année, en fait, grâce à ces haies brise-vent, en fait. Et ici, ce sera l'agroforesterie. C'est plus pour faire du bois d'œuvre dans 50 ans, 60 ans, 70 ans, en fait. Donc là, je vais changer de place aux vaches, puisqu'elles font un jour par paddock, pour qu'elles aient de l'air fraîche en continuité. J'avais besoin d'un changement, j'avais besoin de voir autre chose, j'avais besoin de recréer un système que d'avoir des grands champs vides avec du maïs ou de l'herbe. Donc pour moi, c'était quelque chose d'important. Ouais. On est agriculteur, donc on est agriculteur, quelque part, l'idée c'est de produire le plus naturellement possible. Et donc les arbres font partie de ce système-là, en fait. Alors ici, on se trouve dans une prairie naturelle où on a implanté des aulnes butineux il y a 7 ans maintenant. Donc cet arbre-là fait déjà 10 mètres de haut. Donc dans ces arbres-là, il y aura des oiseaux, des insectes. Donc ça va créer un nouvel essor agroécologique, j'ai envie de dire. L'herbe, il faut savoir que ça stocke du carbone sur 30, 40, 50 cm. Alors que l'arbre, lui, va stocker du carbone jusqu'à 6, 7, 8 mètres de profondeur, puisqu'il perd jusqu'à 40% de ses racines par an. Donc 40% de ses racines se renouvellent par an. Et donc ça permet de stocker du carbone en profondeur. Sans utiliser d'intrants, sans rien du tout. En fait, on arrive à stocker du carbone, à créer de la matière organique qui va tomber au sol, qui va faire pousser les choses. Ces arbres-là, dans 50 ans, 60 ans, 70 ans, quelque part, c'est du patrimoine qui aura à transmettre. Les enfants ou petits-enfants verront ça un jour d'un bon oeil, je pense. Il faut attendre encore un petit peu. En fait, c'est une histoire de patience. Mais souvent, le patrimoine se crée comme ça, avec de la patience. Elle est bien filtrée. Moi, je pensais que les haies dans les champs, c'était juste pour faire joli. Mais pas seulement. En fait, il faut voir ça sur le temps long. Un arbre creux, par exemple, c'est un arbre qu'on a laissé grandir, vieillir, se creuser parfois pendant plus de 100 ans, voire bien plus longtemps. Et j'imagine qu'en termes de service rendu, un arbre creux en rend plus que des arbres qui ont seulement 20 ou 30 ans. C'est ça. Et d'ailleurs, un des nombreux services rendus par les haies et les talus, c'est de filtrer l'eau. Les haies retiennent les polluants avant qu'ils n'arrivent dans les rivières et dans la mer. Notamment en cas de forte pluie. C'est ça, ça évite que les couches supérieures des champs soient lessivées. C'est malin, non? Donc, si je casse des talus, j'augmente le risque de polluer l'eau. Exactement. En parlant d'eau, je te propose qu'on aille dans une ferme de Plabennec à la rencontre de Adrien Retailleau qui va nous en parler très très bien. Là, on est sur un linéaire assez remarquable de vieux arbres, de vieux chênes qui ont probablement autour de 200 ans.
Il y a un gros talus de chaque côté de cette petite vallée-là. Il y a le ruisseau au cœur. C'est un peu les traces d'un patrimoine perdu. Nous, on n'utilise plus du tout comme ça. Ici, la petite zone humide, le petit ruisseau, le lavoir, on n'utilise plus, bien sûr. Nous, on travaille la zone agricole juste au-dessus. L'un des problèmes en agriculture, c'est le ruissellement. Plus on déracine, plus on arrache les arbres. L'eau ruisselle, ruisselle, ruisselle. L'objectif pour nous, paysans, à la fois pour la fertilité de nos sols, mais aussi pour une considération écologique, c'est de maintenir ce qui fait la vie du sol, la terre noire. Et donc l'eau, plus il y a des frontières, plus il y a des petites parcelles avec des barrières naturelles que sont les talus et les haies aussi dans une certaine mesure, plus on va réussir à maintenir chez nous la fertilité de notre sol, quoi. Et bien donc là on voit une charpente qui a été réalisée en 2021 avec le bois de la ferme, des fermes en chêne et en châtaignier. Il est sur la ferme, le fait est qu'on n'utilise plus vraiment ce genre de rejet pour des charpentes, donc elles étaient là. Ça tombe un peu sous le sens de faire avec le bois d'ici. L'intérêt, c'est de conserver du patrimoine paysager, mais aussi du patrimoine matériel, quoi, comme des bâtis. On a envie de faire un écosystème, un organisme vivant. Il y a les maisons, les bâtisses, mais pour faire le bâtisse, il y a les arbres. Pour faire les arbres, il y a besoin des champs. L'idée, c'est de faire un lien entre chacune des étapes de notre vie à la ferme, quoi. Dans notre gestion à nous du bocage, c'est une projection à relativement court terme, c'est-à-dire un court terme d'une carrière de paysan, 30 ans. Et ce qu'on fait pendant nos 30 ans, les générations d'après ne le verront plus, qu'on fasse des légumes ou des vaches ou du fromage, etc. Par contre, l'entretien des arbres, ça on l'hérite, il y a une filiation certaine avec ce que nos prédécesseurs paysans nous ont laissé, ce que nous on va laisser aux futurs paysans du lieu. Nous, notre mission elle est là, c'est de préserver, de transmettre ce patrimoine bocager. C'est la mission première, je crois, de notre vocation de paysan. On dit que le bocage n'a aucun usage. Mais quand vous vous y penchez, vous en avez la preuve sous le nez que sans un beau talus, la nature est toute nue. Oui, avec le programme Bébé, je suis un garant de la biodiversité. Quel beau poème. Merci. Mais toutes ces haies, ça doit être du travail quand même. On ne peut pas juste planter les arbres et laisser faire, si? Tu as raison, c'est pour ça qu'on dit que les haies, c'est une culture à part entière. On peut faire du paillage, de la litière, du bois de chauffage et même du bois d'œuvre. En fait, c'est un investissement sur l'avenir. Tout à fait, et parfois il faut tout reconstruire, créer des talus, planter des jeunes arbres et les protéger. Je propose qu'on aille à la rencontre de Simon Kraskeo, qui est situé à quelques kilomètres de haies d'ici. Là, on est sur les haies dernièrement plantées. Cette pratique-là de planter des arbres est dans la continuité de ce qui se fait sur l'exploitation depuis l'installation de mon père. Avec cette haie qui a été plantée en 2000, celle-là qui est naturelle depuis qu'on a récupéré la parcelle dans les années 80. Et cette dernière haie-là qui a été plantée il y a quelques années. Et au fond de la parcelle, on voit des haies qui, elles, sont naturelles. On a laissé ce qui poussait naturellement sur les talus. Cette parcelle de 3 hectares a été divisée pour la gestion de l'herbe, pour permettre aux vaches d'avoir toujours de l'herbe fraîche chaque nuit. Et on s'est rendu compte que les fils étaient toujours au même endroit. Et on a décidé de planter à la place de ces fils différentes haies. Parce qu'on a des intérêts à avoir des arbres au milieu de nos parcelles pour l'autonomie en bois dans plusieurs années, pour les fruits éventuellement, pour faire de l'ombre pour nos vaches. Donc là, on est au pied d'une haie qui a une 50aine d'années. Elle n'a jamais été plantée. Les arbres arrivent naturellement avec les glands, les châtaignes, les noisettes. Notre but permanent, c'est de rechercher au maximum l'autonomie, que ce soit énergétique avec le bois, fourragère avec l'herbe qui pousse en dessous. L'hiver, quand les feuilles tombent, la totalité des feuilles de tous les arbres présents sur le parcellaire nourrissent le sol qui nous permet d'avoir un sol vivant. Ce sol vivant nous permet d'avoir une quantité et une qualité suffisante d'herbe pour nourrir notre troupeau. On est 3 foyers sur l'exploitation, donc mon père, mon oncle et moi-même. Et la gestion de ces haies en coupe nous permet de nous chauffer chaque hiver pour nos 3 familles. Aujourd'hui, si je suis sur l'exploitation et que j'ai pris la place de mon père, c'est que j'étais convaincu du système mis en place et que j'avais envie de le faire perdurer sur une nouvelle génération.
La quête de l'autonomie pour nous, c'est l'assurance de pérenniser l'exploitation et la haie en fait pleinement partie pour assurer cette autonomie. Lapin! Les lapins, vous êtes où les lapins? Vous êtes où? Ah, ici. Les lapins. Là, ici. Les lapins. Les lapins. Les lapins que tu cherchais là, ils sont heureux d'avoir un talus. Comme ça, ils peuvent circuler d'un endroit à un autre en toute sécurité. Et j'imagine que les lapins ne sont pas les seuls animaux sauvages à profiter du bocage. Les oiseaux, par exemple. Tout à fait. Et si on regarde ce schéma, on se rend compte que c'est bien plus complexe que juste un mur végétal. Ça serait un peu comme un immeuble pour la biodiversité. Chaque étage a ses locataires. Tout en bas, les hérissons, et tout en haut, les oiseaux. Des insectes un peu partout? Oui, des insectes, des lapins, des rongeurs, toute une biodiversité. J'ai entendu dire que ça pouvait créer un microclimat favorable à l'élevage et à la culture. En parlant de ça, je te propose qu'on aille à la rencontre de Romain Alexandre à Saint-Vougué, qui élève les montbéliardes les plus détendus que je connaisse. Tous les matins, tous les soirs, quand on rentre et qu'on sort les vaches après la traite, on a ce sentiment de bien-être et d'animaux paisibles, bien dans leur peau, en santé, et qui rayonnent de bien-être. L'intérêt du système bocager, il est certain. On a des parcelles qui sont entourées d'arbres. Il y a forcément une cohérence entre le cycle de vie des animaux, le cycle de production d'herbes sur chacune des parcelles en herbe et le cycle de production des arbres. Quand vous avez des animaux qui passent une grande partie de l'année à l'extérieur, c'est essentiel, ça leur permet justement de s'abriter, d'être moins confrontés aux éléments, de maintenir une température corporelle bonne, puis de pouvoir s'abriter derrière les haies. Le système de haies tel qu'il est réparti sur la ferme nous permet d'avoir quasiment toute l'année des prairies produisant une qualité d'herbe excellente et suffisamment bonne pour notre troupeau. On a un effet production d'herbe et un effet production de lait qui sont améliorés du fait de la présence de haies bocagères sur la ferme. Ici, on est devant une haie constituée principalement de hêtres, châtaigniers et chênes. Sur la ferme, les haies sont gérées manuellement de manière à préserver l'état sanitaire des arbres et leur permettre d'avoir une emprise, un port suffisamment large. À savoir qu'une bonne délimitation de parcelles permet de maintenir l'eau des précipitations en place sur les parcelles, de couper le vent en cas de tempête et puis permet d'éviter des phénomènes d'évapotranspiration sur l'herbe et des phénomènes de dessèchement des parcelles d'herbe. Ça devient une culture supplémentaire, on y trouve notre compte de par la production de bois sur la ferme qui nous permet d'être autonome en bois de chauffage, en énergie et en bois de vente. Le fait d'avoir des haies, de les entretenir, répond de manière évidente aux enjeux climatiques et aux enjeux écologiques qui nous attendent dans les décennies à venir. Allez, je retourne couper du bois. Ça y est, j'ai tout mon équipement. Qu'est-ce que t'es beau! Merci. Mais du coup, juste pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi, tu sais ce qu'il faut faire, toi? Tu fais bien de le demander parce qu'il y a quelques règles à respecter. Par exemple, il faut attendre la fin de l'automne ou que les oiseaux aient fini de nicher. Et puis, il y a certaines règles au niveau des coupes, comme la coupe en biais, comme un coiffeur pro. En fait, il faut un diplôme pour couper une haie. T'inquiète, il existe des formations pour bien prendre soin de sa haie et surtout comprendre tout ce qu'elle nous rend en échange. Bon, en attendant, moi je vais me changer. Direction Carsaint-Plabennec, où je crois que Kevin Abasque a des choses à nous apprendre. On a un peu plus de 10 km de haies sur l'exploitation. Chaque arbre est différent, c'est pas juste un passage et on se dit hop on rase tout et puis vraiment on essaie de regarder pour l'avenir de l'arbre un peu et puis aussi l'avenir de la parcelle parce qu'en faisant cette taille-là, nous on regarde pour le passage des tracteurs, l'entretien des champs, les animaux, ne pas que ça nous dérange quand on fait les clôtures et tout ça, quoi.
comme on peut voir sur la longueur de haie, on a laissé beaucoup de spécimens d'arbres alors qu'on aurait pu en abattre plusieurs. C'est parce qu'on cherche de l'abri, que ce soit pour l'hiver avec les temps pluvieux, le vent, comme l'été pour les abriter du soleil. J'ai vraiment suivi des formations du coup là-dessus et j'avais aussi mon oncle qui coupait du bois aussi, donc en travaillant avec lui, de fil en aiguille, j'ai appris à faire et à savoir respecter l'arbre dans sa coupe, quoi. Comme ici on peut voir, je ne suis pas allé trop près de l'arbre, il commence déjà à cicatriser, on voit qu'il se referme. Là ça va permettre à l'arbre de vraiment se refermer, ne pas laisser rentrer des maladies dans l'arbre et vraiment se concentrer sur le reste de sa partie, quoi. On voit ça sur le long terme, quoi. L'abattage de cet arbre-là, peut-être que ce sera mes enfants qui vont le faire. Chacun est libre de faire comme il veut après. Donc ici, on se retrouve sur notre lieu de stockage de bois, à peu près une 50aine de corps. J'explique vraiment à mes clients que c'est vraiment en fonction de ce qui me vient sous les bras, suivant la haie que je taille. En stade bois, on retrouve un peu de tout. Il y a donc du chêne, du hêtre, du noisetier. Ils en prennent conscience que vraiment on n'est pas là pour couper en fait. C'est vraiment un entretien de la haie qu'on prône depuis le début. Donc ils savent d'où viennent leurs bois et comment il a été coupé. On ne fait pas que couper des arbres, on en plante. Depuis qu'on s'est installé il y a 3 ans, on a planté déjà plus de 2 km de haies. C'est peut-être pas pour nous, mais c'est vraiment pour les générations futures, pour qu'elles puissent continuer dans cette démarche-là à entretenir le paysage, les haies, et puis continuer à vendre du bois, peut-être sous cette forme-là ou sous d'autres. Je ne pensais pas que les haies et les talus pouvaient présenter autant d'atouts. Ça protège, ça nourrit, ça loge et ça demande juste un peu d'attention. Oui, et plus on en prend soin, plus ça nous le rend. Et c'est pour ça que nos agriculteurs du Léon ont été récompensés au CGA. Moi, ça me donne envie d'en faire encore plus, tu vois. Prêt à devenir un artisan du bocage? À fond, mais pas tout seul. Hein. Ensemble, Bocageons-nous. Plus que 50 km de talus à faire. Prends ta pelle. Allez, on y va. C'est parti! Ça va, on a une belle journée pour faire ça quand même.